Salut à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour l'une des affaires qui m'a le plus marqué lorsque j'étais plus jeune. Vous allez très vite comprendre pourquoi parce que je vais vous la raconter. Mais en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens de mon Instagram ainsi que celui de ma chaîne Twitch si vous voulez communiquer directement avec moi. Et une petite nouveauté aussi sur TikTok où je suis présent. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour et je ne m'attarde pas plus parce que le récit va être assez long. C'est parti. Nous sommes le 2 octobre 2002 à Aspen Hill, dans le Maryland, et Madame Chapman tient tranquillement la caisse de son petit magasin qui se trouve dans le comté de Montgomery. Il est 17h20 ce mercredi après-midi et la propriétaire du petit commerce vaque à ses occupations habituelles, elle discute avec ses collègues et encaisse les clients. Lorsque soudain, une balle de fusil brise la vitrine et vient se loger à l'intérieur du magasin. Madame Chapman a eu échappé belle, le tir vient tout juste de la frôler, et fort heureusement, personne n'est touché dans le magasin, ni ses collègues, ni ses clients. Comme il n'y a aucune victime, ni aucun blessé à déplorer, la gérante se contente d'appeler la police en faisant passer cela pour un terrible accident. Sauf qu'une heure plus tard, à quelques kilomètres du magasin, James Martin, un homme âgé de 55 ans, ne bénéficie pas de la même chance. Celui-ci se rend dans une épicerie qui se situe à Wheaton, dans le Maryland. Il rentre à l'intérieur de la supérette pour faire quelques courses lorsqu'il est abattu. Un coup de feu retentit et James s'écroule sur le sol, tué sur le coup. Bien que les deux événements soient assez similaires, il n'y a aucun lien qui est fait entre l'affaire de Monsieur Martin qui a été tué et l'échappée belle de Madame Chapman. Pourtant, nous sommes à l'aune de l'une des plus grosses affaires criminelles des États-Unis. Le lendemain matin, le jeudi 3 octobre à 7h41 dans la commune de Rockville, James Buchanan, un homme, est en train d'entretenir son jardin. Une forte détonation est entendue dans le quartier. Les voisins pensent que James a eu un souci avec son équipement de jardinage. Mais lorsqu'il s'approche du corps inanimé de cet homme, ils se rendent compte très vite que celui-ci a été tué par balle. Et l'enfer ne fait que commencer. À 8h12, à Aspen Hill, à peine 30 minutes après que James Buchanan fut abattu, Prem Kumar Walekar, lui aussi, prend une balle dans la tête. Celui-ci était simplement en train de faire le plein de son taxi à une station essence. Mais à 8h37 du matin, 25 minutes plus tard, toujours à Aspen Hill, Sarah Ramos, elle aussi, est abattue alors qu'elle attend que quelqu'un la récupère en voiture. Et cette fois-ci, il y a un témoin qui explique avoir vu une camionnette blanche prendre la fuite après que Sarah Ramos se soit écroulée. Sarah n'est pas la dernière victime pour autant, puisque Lori Ann Lewis Rivera est également assassiné proche de Kensington. Le laps de temps très court entre ces différents meurtres dépasse les autorités locales qui sont complètement débordées. Personne ne comprend la situation, il n'y a quasiment aucun indice hormis ce témoignage parlant d'une camionnette blanche, et il n'y a surtout aucun lien entre toutes ces personnes. Et pourtant, en moins de 24 heures, 5 femmes et hommes ont été abattus de sang-froid. Finalement, les forces de l'ordre vont tenter de créer des connexions entre ces fusillades pour essayer de comprendre s'il y a effectivement un seul tueur ou plusieurs. Et surtout, si elles doivent concentrer leurs efforts ou bien chercher des pistes chacune dans leur coin. Et le seul point commun qui peut être relevé concernant ces 5 affaires, 6 si l'on ajoute la tentative de meurtre sur Madame Chapman, c'est le secteur géographique. En effet, il semblerait que ces événements se concentrent aux alentours du Maryland et du comté de Montgomery. L'affaire est catastrophique et comme je vous le disais, les autorités locales sont débordées. Le FBI va intervenir mais de manière non officielle, puisqu'en effet ces incidents restant pour l'instant au niveau local, l'implication fédérale du FBI n'est pas requise et ils ne peuvent pas aller sur le terrain directement. Et bien entendu, une telle affaire ne passe pas inaperçue et elle est très vite relayée par les médias, ce qui va insuffler un vent de panique totale au sein de la population. Et on ne peut que les comprendre parce qu'imaginez une partie de tir au canard dans votre rue. Peut-être que vous auriez peur vous aussi. Bon, il faut donc activer toutes les pistes possibles et utilisables. Malheureusement, il n'y en a qu'une, celle de la camionnette blanche. Et ceci est pris très au sérieux. L'ensemble des camionnettes blanches, des pick-up blancs et tout ce qui pourrait s'apparenter à un truc blanc un peu rectangulaire est arrêté. Par sécurité, les écoles qui se trouvent proches des lieux où ont retenti les coups de feu sont verrouillées. Les élèves doivent rester à l'intérieur quoi qu'il arrive pour le moment.
les élèves n'étant autorisés à sortir qu'à partir du moment où leurs parents étaient présents pour venir les récupérer. Heureusement, l'après-midi et la soirée sont beaucoup plus calmes et aucun coup de feu n'est signalé à nouveau. Pascal Charlotte, un homme âgé de 72 ans, profite de cette soirée et se promène tranquillement dans Washington, lorsqu'à 21h20, il est abattu. Et il y a à nouveau un témoignage lors de ce meurtre. Et cette fois-ci, le témoin explique qu'il a vu une Chevrolet Caprice bleue s'éloigner, et non plus une camionnette blanche. En parallèle, le médecin légiste récupère les morceaux de balles qui se trouvent dans le corps de Pascal et il les envoie à un laboratoire pour analyse. Les résultats de l'étude balistique ne sont pas rassurants du tout pour les enquêteurs. Les balles sur l'ensemble des victimes sont du même calibre, elles ont été tirées de la même arme et surtout, elles sont dévastatrices pour le corps humain. Ce sont des munitions très légères et rapides et comme elles sont très légères, elles se brisent au moment de l'impact, laissant des morceaux à l'intérieur du corps. Et comme si cela ne suffisait pas, je vous le rappelle, ces événements se déroulent dans une situation particulièrement anxiogène aux États-Unis. Nous sommes à peine un an après les attentats du 11 septembre qui ont choqué la nation, et qui ont été suivis à peine une semaine après par la fameuse affaire des lettres d'anthrax. Et désormais, ce sont des fusillades aléatoires qui causent des victimes au hasard sans qu'elles n'aient aucun lien entre elles. Et au-dessus de ces terribles meurtres plane l'ombre du terrorisme et le FBI va tout mettre en œuvre pour avoir le cœur net sur les raisons de ces attaques. Les agents fédéraux, après s'être penchés sur la question, sont quasiment sûrs qu'il ne s'agit absolument pas d'un acte terroriste, mais plutôt d'actes liés à un tueur à la chaîne. Et ceux-ci, bien que leur nom puisse prêter à confusion, sont bien différents des tueurs en série et des tueurs de masse. Car le tueur à la chaîne va continuer d'assassiner des personnes jusqu'à ce qu'il soit interpellé, tandis que le tueur en série est bien plus ordonné, méthodique, et il peut patienter un long moment avant de commettre un nouveau meurtre. Et la différence entre le tueur à la chaîne et le tueur de masse est que ce dernier, la plupart du temps, reste dans le même secteur géographique pour faire un maximum de victimes, tandis que le tueur à la chaîne va se déplacer. Et comme vous le savez, l'assassin n'est pas interpellé, ce qui signifie qu'il ne devrait pas s'arrêter de frapper. Et nous voici le 4 octobre 2002. Caroline Sewell reçoit une balle, mais à la différence des autres, elle va s'en sortir. Elle est l'une des rares personnes qui survit aux balles du sniper, puis il n'y a plus rien pendant 2 jours. Le lundi matin 6 octobre, tout le monde est sur les nerfs. C'est le début de semaine, il faut retourner travailler, retourner à l'école, tout en sachant qu'il y a un malade capable de vous abattre en pleine rue à n'importe quel moment. Iran Brown, un jeune homme âgé de 13 ans, se rend justement sur le lieu de son collège pour aller étudier. Le voici à peu près 6 mètres de la porte de l'établissement, lorsqu'il est frappé par une balle. Peut-être un peu inconscient et pensant que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'aux autres, il n'a pas pris les précautions nécessaires et était à découvert. Le sniper ne l'a pas manqué. L'impact se trouve sur le côté gauche de sa poitrine. Un professeur qui vient d'assister à la scène sort immédiatement pour lui apporter son secours. Il presse la plaie pour essayer de stopper l'hémorragie, mais le jeune garçon perd énormément de sang et presque instantanément, il perd connaissance. Aussitôt, les secours sont appelés. Iran est transporté aussi vite que possible et par avion à l'hôpital compétent le plus proche à Washington pour tenter de lui sauver la vie. Et lorsque je vous indiquais que ces munitions étaient dévastatrices, Iran est le parfait exemple. Lors du transport, il a perdu 20% de son sang. Ses poumons, sa rate, son estomac, son diaphragme ont tous été touchés. Les fragments de balles sont récupérés dans le corps du petit garçon âgé de 13 ans sont envoyés au laboratoire pour analyse. Et bien entendu, cela correspond avec les autres affaires. Et contre toute attente, et avec une débauche d'énergie monstrueuse de la part des équipes médicales, le petit Iran Brown est sauvé. Et cette tentative de meurtre est en quelque sorte un tournant dans l'affaire du sniper de Washington, puisque l'on sait désormais qu'il ne s'attaque pas uniquement aux adultes, mais il peut cibler aussi les enfants. Les forces de l'ordre locales ainsi que le FBI se déploient sur le lieu de la dernière attaque pour tenter de trouver un quelconque indice. Des hommes et des chiens spécialisés partent à la recherche de celui-ci. Et ils vont trouver. Une douille d'abord est repérée par les chiens, mais surtout une carte de tarot. Et sur cette carte, il est inscrit au recto « Appelez-moi Dieu, pour vous, monsieur de la police ». Il paraît évident désormais que le tueur tente d'entrer en contact et de communiquer directement avec les forces de l'ordre et le FBI. Une information d'ailleurs que les autorités locales ainsi que les agents fédéraux ne souhaitent pas dévoiler, mais
elle apparaît quand même dans la presse, ce qui signifie qu'au sein des équipes, eh bien, il y a des fuites, et c'est un énorme problème. Car ceci amplifie de plus en plus l'intérêt des médias pour cette affaire, et les journalistes sont prêts à tout pour récolter la moindre exclusivité et le moindre scoop. Certains tentent même d'escalader le bâtiment où se sont regroupés le FBI et les autorités locales pour travailler sur cette affaire. Mais l'affaire ne peut pas rester sous silence non plus, car sous couvert de devoir à délivrer de l'information dans l'urgence, les médias risqueraient de transmettre de fausses informations justement. Le FBI va donc prendre la décision de tenir informés les médias, et ils vont même les utiliser à leur bénéfice. Il est transmis aux journalistes le profil du tireur, qui serait un homme blanc d'une trentaine d'années avec un passé militaire. Et il s'agirait d'une personne qui aurait connu un grand changement dans sa vie récemment. Enfin, le tireur aurait également un complexe lié à Dieu, et ceci est notamment tiré des inscriptions retrouvées sur la carte de tarot. Ils estiment que la personne qu'ils sont en train de chasser joue le rôle de Dieu et décide d'enlever ou non la vie à certaines personnes. Même s'il est vrai qu'éditer un profil a été un succès à plusieurs reprises pour le FBI, les enquêteurs expliquent tout de même qu'il n'est pas définitif et que ce n'est pas parce qu'on a ce profil qu'il s'agit du tueur effectivement. Il se peut par ailleurs que ce profil évolue aussi au cours de l'enquête et soit modifié, notamment lorsque les tueurs en face tentent de dissimuler de fausses pistes pour les enquêteurs. Nous sommes désormais le 9 octobre et cela fait 2 jours que le tueur n'a pas agi. Mais Dean Myers, un homme qui se tient là à une station-service dans l'état de Virginie, et qui est en train de faire le plein de son véhicule, est abattu. 2 jours plus tard, le 11 octobre, et dans exactement les mêmes conditions, Kenneth Bridges, qui est en train de faire le plein de sa voiture, est tué par le sniper. Une nouvelle fois, 2 personnes qui vaquent à des occupations personnelles ordinaires sont abattues sans raison. Et vu les conditions de ces 2 derniers meurtres, plus personne ne veut se rendre à la station-service pour faire le plein au risque de perdre sa vie. Les gérants, alors, et pour protéger leurs clients, décident d'installer des bâches autour des pompes afin que le sniper ne puisse pas voir ses potentielles victimes. En outre, les journaux locaux donnent des instructions de survie pour les personnes qui souhaiteraient sortir dans la rue et leur indiquent qu'elles devraient marcher en zigzag. Et on comprend maintenant pourquoi le sniper ne frappe pas à 5 h du matin à la sortie des boîtes de nuit. Et rien de tout cela n'arrête le sniper. Et le 14 octobre 2002, une femme nommée Linda Franklin est assassinée. Sauf que Linda, ce n'est pas n'importe qui. Cette fois-ci, il s'agit d'une employée du FBI qui travaillait précisément sur cette affaire. Accompagnée de son mari, elle se trouvait sur le parking d'un magasin de bricolage lorsqu'elle a pris une balle en pleine tête. Et cette fois-ci, le sniper peut se faire du mouron car il y a un témoin oculaire qui a de nombreux détails à dévoiler à la police. Les policiers et les agents fédéraux sont aux anges, les informations pleuvent. Et peut-être un peu trop. En effet, il s'avère que l'homme, ce témoin oculaire présent sur la scène, est en réalité un mythomane. Et rien de ce qu'il n'a indiqué n'est vrai, il a simplement fait perdre un temps précieux aux agents dans la résolution de cette enquête. Et bien entendu, dans la foulée, cet homme a été arrêté et condamné pour avoir entravé cette enquête. Plus les jours passent, suite au meurtre de Linda, plus le profil du suspect commence à être remis en question, et il le sera définitivement suite à un appel. C'est le tueur, le sniper lui-même, qui passe un coup de fil à la police, et dans un but précis, celui de demander une rançon de 10 millions de dollars pour stopper le carnage. Au cours de la discussion, le sniper va évoquer la ville de Montgomery, et il va indiquer aux policiers que les habitants là-bas sont terrorisés après son passage. Ce que la police ne comprend pas, puisque le sniper devrait savoir qu'effectivement ils sont au courant puisqu'ils enquêtent sur ces meurtres. Confus dans un premier temps, ils saisissent ensuite qu'il y a certainement une autre ville nommée Montgomery qui ne se trouve pas dans le Maryland et où il a certainement frappé. En effet, ni les autorités locales ni le FBI n'avaient de raison de porter leur regard au-delà des endroits où il y a eu ces meurtres. Les enquêteurs se penchent dès lors sur la ville de Montgomery mais qui se trouve cette fois-ci dans l'état de l'Alabama. Et en effet, en septembre 2002, 2 femmes ont été attaquées par le sniper. Elles se tenaient sur le parking d'un magasin d'alcool lorsque les 2 ont reçu une balle et l'une d'entre elles est décédée tandis que l'autre a survécu. Le crime n'a jamais été résolu. Pourtant, le procédé est fortement similaire au meurtre commis récemment. Dans cette ancienne affaire, il n'y avait quasiment aucune piste. Je dis quasiment parce qu'il y a quelque chose. Une empreinte digitale qui avait été retrouvée et prélevée sur un magazine se trouvant sur la scène de crime.
Mais l'indice s'était révélé inutile, puisque l'empreinte digitale n'avait pas permis de recoupement avec les bases de données de la police. Mais le FBI se penche sur cette empreinte, car il s'agit là certainement du tournant de l'affaire. Il compare l'empreinte digitale avec la large base de données d'immigration et de naturalisation américaine. Et ce recoupement va fonctionner, puisque l'empreinte appartient à un certain Lee Boyd Malvo. Et très rapidement, presque instantanément, il est relié à une autre personne, John Muhammad. Le tueur n'est donc pas un solitaire, puisqu'il s'agit d'un duo et avec un adolescent parmi eux. Et grâce à l'énorme couverture médiatique de cette affaire, beaucoup de tuyaux vont être transmis à la police, mais un appel en particulier va faire la différence. Une personne restée anonyme passe un coup de fil aux agents du FBI et indique qu'il reconnaît ces personnes. Et il détaille par ailleurs que l'arme utilisée l'a été dans son jardin. Ces deux personnes se sont entraînées sur une souche. Et il vaut mieux que ce tuyau soit fiable, puisqu'il faut se rendre à l'autre bout des États-Unis, dans l'État de Washington, pour analyser cette souche. Immédiatement, un avion est envoyé par le FBI, et lorsqu'ils arrivent sur place, effectivement, l'indice est très intéressant. Mais la balistique, pour analyser cette souche, doit la récupérer. Ils vont alors l'extraire entièrement et la ramener à Washington. Après l'analyse balistique sur cette souche, tous les points finissent par se relier. John et Lee, qui se trouvaient dans le jardin de cet homme, ont bel et bien tiré sur cette souche qui contenait les cartouches retrouvées sur les victimes. C'est alors un lourd travail de renseignement sur ces deux personnes qui commence. John Allen Muhammad et Lee Boyd Malvo sont donc les deux personnes qui terrorisent les États-Unis depuis plusieurs jours. Et leur histoire n'a pas débuté dans ce pays. Il faut se rendre aux Antilles et sur l'île d'Antigua pour connaître les origines de leur relation, puisque c'est bien là-bas que les deux hommes vont se rencontrer pour la première fois. Lorsque John arrive sur l'île d'Antigua, il est un vétéran de l'armée américaine et notamment de la guerre du Golfe. Et il a une famille, une femme et deux enfants, mais il est en pleine procédure de divorce et cela ne se passe pas bien. Une ordonnance restrictive est même délivrée à son égard pour des violences qui auraient été commises au sein du foyer à l'encontre de son ex-femme. Et John va prendre une terrible décision, celle d'emmener ses enfants sans prévenir leur mère pour quitter les États-Unis et se rendre sur l'île d'Antigua. Mildred, la mère, pense d'ailleurs qu'elle ne reverra plus jamais sa progéniture enlevée par John. De son côté, Lee est âgé de 15 ans lorsqu'il arrive sur l'île d'Antigua, mais il est originaire de Jamaïque et notamment de la ville de Kingston. Il s'entendait très bien avec son père et sa mère jusqu'à ce que cette dernière décide de quitter le père de Lee qu'il ne reverra plus. Sa mère allant jusqu'à expliquer que son père était décédé et à l'inscrire sur les registres et les formulaires de l'école. Mais la mère de Lee n'est pas des plus stables et elle va énormément bouger. Le petit garçon n'aura jamais réellement de situation stable. Et avant de rencontrer John, il aura fréquenté plus de 12 écoles entre l'île d'Antigua et la Jamaïque. Et il n'a jamais réellement connu non plus de réelle présence parentale, son père n'ayant jamais décidé de le revoir et sa mère le laissant se débrouiller seul. John sur l'île est très connu et très apprécié également, mais parce qu'il a une particularité, c'est un faussaire. Celui-ci réalise de faux visas pour aller travailler aux États-Unis, et ce sont des visas d'une très bonne qualité. Pour les habitants de l'île, c'est une réelle aubaine, pouvoir quitter Antigua pour se rendre aux États-Unis et y travailler et engranger beaucoup plus d'argent que là où ils sont actuellement. Et l'un des clients de John, c'est la mère de Lee, et c'est ainsi que John et Lee vont se rencontrer lors du mois d'octobre 2000. À cette période, l'adolescent de 15 ans vit encore avec sa mère, jusqu'à ce qu'elle obtienne un visa de la part de John, et qu'en décembre, décide de se rendre aux États-Unis. À présent, il se retrouve seul dans un logement insalubre, minuscule, sans eau courante ni électricité. Et une personne va le prendre sous son aile, John Allen Muhammad. L'adolescent est pris en charge totalement par John et il est émerveillé d'avoir enfin une présence parentale. John l'intègre très bien à sa famille et il devient comme un frère adoptif pour ses deux enfants. John aura réellement le rôle de père et de professeur. Il va dans un premier temps convertir Lee à l'islam et lui enseigner énormément de choses, et notamment sur les armes et l'armée. Et des choses sur les armes, John en connaît énormément puisqu'il a été tireur d'élite dans l'armée américaine lors de la guerre du Golfe. Tout ceci dure quelques mois.
Malheureusement, l'activité de faussaire de John est découverte et il décide de se rendre aux États-Unis à nouveau. C'est à la fin du mois de mai 2001 que John, ses enfants et Lee retournent au pays. John dépose Lee en Floride, où se trouve sa mère qui avait bénéficié du faux visa de la part de John pour travailler. Puis il continue sa traversée des États-Unis avec ses enfants en direction de Bellingham, une petite ville dans l'État de Washington. Et ce que John ne sait pas, c'est que Mildred, son ex-femme, a intenté une action en justice pour récupérer ses enfants. Et cette dernière a non seulement vu son divorce prononcé, mais également la garde complète. Et lorsque John inscrira pour la première fois le nom de ses enfants dans une école, ceux-ci vont immédiatement être récupérés par les autorités et enlevés à l'homme. Et aussitôt, l'ex-femme de John va récupérer les enfants et disparaître sans laisser de traces, ce qui va dévaster John Allen Muhammad. Et dans le même laps de temps, Lee prend la décision de se rendre dans l'État de Washington pour rendre visite à John. Et lorsqu'il prend contact à nouveau avec lui, il se rend compte que celui-ci a totalement changé. John est fou de rage, envers tout le monde de manière générale, mais surtout envers Mildred, son ex-femme qui lui a arraché ses enfants. La souffrance est telle que lui et l'adolescent décident de s'entraîner avec un objectif des plus sombres. Et ces entraînements, cette formation est des plus durs. Le jeune homme, âgé de 16 ans seulement, n'obtient qu'un repas par jour et il est soumis à de fortes activités physiques, des exercices de tir, des séances de chasse où lui et John se poursuivent des heures en pleine forêt. Au cours de l'hiver, Lee est même enchaîné à un arbre pour le rendre plus résistant lors d'interrogatoires. Et tout au long de ces entraînements, John et Lee vont vivre dans un refuge pour sans-abri. Ils ne se quittent pas, jamais, et John contrôle totalement Lee, au point que ce dernier ne peut parler que s'il a l'aval de John, avec un petit signe de la tête. L'homme a radicalement transformé l'adolescent, qui ne répond plus qu'à ses ordres, tel un robot. En parallèle de ça, John nourrit l'esprit de l'adolescent avec de nombreux films sur les snipers et la guerre, mais aussi avec des jeux vidéo dont il doit s'imprégner, des jeux vidéo de guerre bien entendu. Et il arrive à inséminer dans la tête du jeune homme que les deux hommes sont en mission, ils doivent réaliser quelque chose. Au début de l'année 2002, ils sont prêts et ils lèvent le camp du refuge de sans-abri et se dirigent vers Tacoma, une ville dans l'État de Washington. Et il est temps pour Lee. Il est temps pour lui, quelques jours avant son 17e anniversaire, d'ôter une vie. Kenya Cook, une jeune femme âgée de 21 ans, est abattue par Lee d'une balle dans la tête. La suite, vous la connaissez, les deux personnes vont sillonner les États-Unis, éliminant les personnes et les victimes dont j'ai parlé auparavant. Et l'objectif sombre qu'ils ont à remplir est d'éliminer la femme de John. Et tous les meurtres de ces personnes abattues comme ça dans la rue, aux stations essence ou dans des magasins, eh bien, sont simplement causés pour faire sortir la femme de John, qui ne sait pas où elle se trouve. Celui-ci a pour simple renseignement qu'elle est résidente dans l'État du Maryland. Nous sommes désormais le 19 octobre 2002, 5 jours après le meurtre de Linda Franklin, l'employée du FBI. Les noms de Lee et de John sont dévoilés au public à travers les médias, tout comme les caractéristiques spécifiques de la Chevrolet Caprice bleue. Alors que les autorités locales et le FBI pensent à une accalmie, puisqu'aucun meurtre n'a été commis ces 5 derniers jours, Jeffrey Hopper, un homme, est touché par une balle du sniper. Mais il survit, et non loin de la scène de crime, dans un bois, était dissimulé, mais pas trop pour que la police puisse la retrouver, une lettre manuscrite de 4 pages. Ce qui se trouve dans le texte est succinctement résumé, c'est une nouvelle demande de rançon de 10 millions de dollars et des menaces à l'égard des enfants des États-Unis aussi. 3 jours plus tard, le 22 octobre 2002, la 10e victime des snipers est connue. Il s'agit de Conrad Johnson, tué par balle. Les cadavres s'amoncellent, les snipers continuent de frapper, mais ni la police ni le FBI n'ont suffisamment d'éléments pour mettre la main sur les deux hommes. Et le matin du 24 octobre 2002 sera décisif. Au petit matin de ce jour, un camionneur qui emprunte l'autoroute 70 du Maryland décide de s'arrêter sur une petite aire de repos. Évidemment, et comme quasiment l'ensemble des Américains, il a eu vent de cette histoire et il sait que 2 snipers peuvent à tout moment lui ôter la vie. Et il sait également tous les renseignements dont le FBI a besoin. Lorsque le camionneur entre sur l'aire de repos, il fait encore nuit ce matin-là.
Mais pourtant, il arrive très bien à distinguer la voiture recherchée par les autorités. Il conduit un énorme camion de 18 roues et la voiture se trouve à un excellent endroit puisqu'elle est dans une sorte de cul-de-sac. Le camionneur prend la décision de placer son véhicule à un endroit qui va empêcher les deux personnes de sortir. Et il semblerait que les deux snipers soient endormis dans leur voiture. Aussitôt, le camionneur appelle la police. Rapidement, le FBI et des unités d'intervention sont déployés sur le site qui est évacué immédiatement puisque nous avons là affaire à des personnes très dangereuses. Une fois les civils dispersés, les équipes tactiques se placent autour de la voiture et arrêtent John et Lee, les deux snipers de Washington. Bien entendu, le chauffeur du poids lourd sera récompensé pour son acte de bravoure et sa vigilance qui a permis d'arrêter le massacre de ces deux fous. Les voici désormais en garde à vue et en piteux état. Ils sont extrêmement sales, ils portent de vieux habits. Il faut dire que depuis des semaines, ils ne se sont pas lavés, vivant uniquement dans leur véhicule. Voiture qui révèle des surprises par ailleurs, puisque John et Lee, les deux snipers, ont pris soin de l'adapter à leur activité macabre. Ils ont créé à l'arrière de la voiture, au niveau du coffre, un orifice afin de faire passer le canon du fusil de précision et ils ont également utilisé un dispositif permettant d'ouvrir très légèrement le coffre de l'intérieur de la voiture. Ceci permettait de passer entièrement le canon et d'avoir une bonne visibilité à travers la lunette du fusil. Ainsi, ils n'avaient plus qu'à s'allonger à l'arrière de leur véhicule, placer le fusil et viser n'importe qui pour l'abattre. Dans la voiture sont retrouvés de nombreux indices, et notamment un ordinateur portable qui appartenait à l'une des victimes, des talkie-walkie, des cartes, des enregistreurs vocaux. Bref, de quoi communiquer comme il le faisait. Lorsque John Allen Mohammed est interpellé à cette époque, il est âgé de 41 ans. Lee Boyd Malvo, quant à lui, est âgé de seulement 17 ans et n'est pas majeur. Ce dernier va coopérer avec la police et passer aux aveux et révéler l'entièreté de l'histoire. Mais John, quant à lui, ne parlera à aucun moment à la police. Il sera muet comme une tombe. Et grâce aux aveux de Lee, ce ne sont pas 10 victimes qui sont recensées, mais bien 17 avec 10 blessés. L'affaire passera en jugement au cours de l'automne 2003 et les deux personnes seront condamnées, mais pas de la même manière. La peine de mort est requise et prononcée à l'égard de John. Lee, quant à lui, sera condamné à de la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. John Allen Mohammed sera mis à mort par injection létale le 10 novembre 2009. Voilà pour l'une des affaires les plus dingues des États-Unis qui, moi, lorsque j'étais plus petit, m'avait marqué parce que je trouvais ça fou que les personnes étaient totalement en danger dans leur propre pays et devaient courir en zigzag dans la rue afin d'éviter d'être abattus. La course-poursuite haletante également, qui aura duré quasiment 3 semaines, et la folie des médias américains pour couvrir absolument ces événements était un souvenir marquant pour moi. Alors je ne sais pas si vous aviez vécu cette histoire en direct, entre guillemets, en 2002, mais si c'est le cas, est-ce qu'elle vous a autant marqué que moi? Parce que réellement, aujourd'hui encore, je m'en souviens comme si c'était hier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas Instagram, TikTok et Twitch dans la description. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao.